Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public. C'est parti pour 90 minutes de débat et de reportage. Et voici le sommaire de ce 19 juin. 2 Français sur 3 souhaitent le départ d'Elisabeth Borne et 56% de nos compatriotes appellent de leur vœu une alliance entre Emmanuel Macron et le parti LR. Mais cette hypothèse semble toujours improbable. On vous explique les blocages, les tractations qui continuent au sein de la majorité présidentielle et la stratégie médiatique des prétendants à Matignon. Ce sera juste après ces titres. Et puis dans 45 minutes, direction les États-Unis pour retrouver un ex-président inculpé par un tribunal fédéral. C'est une première dans l'histoire américaine. C'était la semaine dernière et Donald Trump criait au complot politique. Plus important encore, il s'agit d'une persécution politique digne d'une nation fasciste ou communiste. Trump visé par 37 chefs d'inculpation dans le dossier des archives protégées de la Maison-Blanche. Cette affaire peut-elle l'empêcher d'être candidat aux primaires républicaines? Comment les électeurs et les autres candidats réagissent-ils à cette énième procédure? On en débat dans 45 minutes. Mais d'abord, ce mot qui agite de plus en plus la Macronie, remaniement. Cécile Sixon. L'échéance des 100 jours approche et les rumeurs vont bon train dans le camp présidentiel comme dans les médias sur les intentions d'Emmanuel Macron. Remaniement, changement de Premier ministre, que compte faire le président de la République? Est-ce que Elisabeth Borne doit prendre l'avion, fût-il vert, pour prendre quelques jours de vacances ou rester à Matignon selon vous? Je souhaite qu'elle se repose si elle peut, mais pour l'instant qu'elle soit à la tâche. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Merci. Si cette éventualité n'est pas inscrite à l'agenda du ministre des Transports Clément Beaune, 2 noms circulent pourtant pour remplacer Elisabeth Borne. Le premier, celui de Richard Ferrand. En dehors du jeu politique depuis sa défaite aux législatives, l'ancien président de l'Assemblée nationale sort de sa réserve dans une interview au Figaro et se dit plus vétéran qu'aspirant au poste de Premier ministre. Une formule ambiguë sur ses intentions. L'autre nom évoqué, celui de François Bayrou. Si l'actuel commissaire au plan se dit intéressé pour le poste, il se sait empêché par le procès à venir des assistants parlementaires. Je suis assez préoccupé par la situation du pays pour vous dire que oui, j'aurais aimé assumer ce rôle, cette mission et cette responsabilité. Mais je suis hors jeu. L'autre option serait d'effectuer un virage à droite et de sceller un accord avec les Républicains, comme le demande une partie des députés Renaissance. Voire choisir un Premier ministre LR, une option non envisageable pour le chef de file de l'aile gauche du parti présidentiel, Sacha Houlié. Non, moi je ne le souhaite pas. On a montré d'abord qu'on pouvait voter texte par texte des éléments. J'ai l'impression qu'ils ne le veulent pas non plus. C'est d'abord les Républicains qui ne veulent pas, y compris que leurs idées soient reprises, y compris que leurs idées président, y compris, et vous l'avez dit, sur la réforme des retraites. Y compris qu'ils ne sont pas capables de reconnaître leurs propres propositions lorsqu'elles sont soumises au vote à l'Assemblée nationale. Face à l'impatience de son camp, Emmanuel Macron prend son temps. Selon certains proches, il compte bien rester le maître des horloges. On débat autour de ce mot remaniement avec Florent Vadillo. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes le président du cercle de réflexion Letterie, enseignant à Sciences Po. Émilie Zapalski, bonsoir. Bonsoir, bienvenue Émilie, communicante, fondatrice et directrice de l'agence Émilie Conseil. Frédéric Dabi, bonsoir Frédéric, bienvenue. Bonsoir, le directeur général de l'IFOP. Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonsoir Mathieu, bienvenue à vous. Est-ce que c'est le bon moment, tiens, pour un remaniement, Florent Vadillo? Ah non, je crois que c'est le pire, parce que d'abord le président de la République a fixé un calendrier qui était déjà très compliqué, qui a amené jusqu'au 14 juillet. Les 100 jours. Les 100 jours. Changer de Premier ministre avant l'été, c'est condamner le Premier ministre du 14 juillet au mois de septembre à pédaler dans le vide, puisque entre les vacances, les départs d'administration, le Parlement qui est moins présent, etc., ça ne sera pas très utile. Donc ça fait faire de la mauvaise politique. Être incapable d'enchaîner sur de l'action, et puis surtout, c'est épuiser les commentateurs et les responsables politiques à, en quelque sorte, désosser le Premier ministre qui aura été nommé pendant tout l'été. Donc, j'avais un conseil à donner, c'est de ne pas le faire maintenant. Oui, je note quelques arguments. Mathieu nous en donnera quelques autres dans un instant. Il y a peut-être un argument pour ne pas aller dans votre sens, Émilie Zapalski, c'est peut-être l'occasion de sortir les ministres les plus, on va dire, fatigués, carbonisés, démonétisés. Je pourrais rajouter
rajouter quelques adjectifs. Oui, mais ça plaiderait plutôt pour un remaniement à minima, c'est-à-dire vraiment enlever ceux qui sont moins communicants, ceux qui sont plus trop à leur place, ceux qui ont des problèmes aussi peut-être grand monde, avec la justice. Donc ça en fait quelques-uns, sans citer de nom, on voit très bien à qui ça s'adresse, mais ça voudrait dire vraiment pas changement de cap, pas d'alliance, un remaniement pour passer l'été, pour se débarrasser un peu. Mais qui mettre à la place? C'est ça le problème, c'est que c'est bien de retirer ces ministres qui n'impriment pas tellement, mais il y en a pas tellement d'autres qui feraient office de meilleures figures et de meilleures personnalités. Les grandes personnalités qu'on connaît et qui ont monté, elles sont déjà au gouvernement. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, on peut dire qu'Olivier Véran aussi est monté, Gabriel Attal. Éric Dupond-Moretti, un petit peu moins, mais sa personnalité compte quand même. On ne voit pas d'autres cartes à jouer pour Emmanuel Macron. C'est assez compliqué pour ça. Alors, Frédéric Dabi, je vais citer un sondage qui ne vient pas de votre institut, mais on s'appuiera aussi sur votre baromètre tout à l'heure. Mais c'est Odoxa Blackbone Consulting pour le Figaro. Près des 2 tiers des Français qui demandent désormais la démission d'Elisabeth Borne. 63%. Je vais vous avouer quelque chose, ça m'a surpris, parce que ça fait des semaines qu'on se dit plutôt qu'au sortir de 6 mois de bras de fer sur la réforme des retraites, c'est plutôt Emmanuel Macron que les Français en veulent. Sincèrement, je suis gêné par ce type de sondage. Et nous, à l'IFOP, on n'a jamais fait d'enquête. On a demandé la démission de tel ou tel ministre, de tel ou tel chef de gouvernement. On connaît la célèbre critique de Pierre Bourdieu sur les sondages, qui est extrêmement pertinent. Souvent, on interroge les Français sur des questions qu'ils ne se posent pas. Et je suis frappé de voir à quel point... Alors, on leur demande, est-ce qu'Elisabeth Borne doit démissionner? Alors, elle est minoritaire dans l'opinion publique. Elle paye la réforme des retraites, donc on va comme un seul homme dire oui, elle doit partir. Mais dans les enquêtes qualitatives, les enquêtes, on ne suggère pas de thématiques. L'enquête IFOP JDD il y a quelques semaines où Madame Borne gagnait des points, se reconsolidait un petit peu. On a chaque mois 2000 verbatims de Français satisfaits ou mécontents d'un Premier ministre. Je n'ai pas trouvé un verbatim sur oui, ça serait bien qu'elle quitte le pouvoir, ça serait bien que quelqu'un la remplace. D'une part, c'est pas une demande de l'opinion publique, le remaniement. D'une part, ce remaniement, on peut dire, et vous l'avez bien dit, ce serait la conclusion des 100 jours. Ce cadre temporel des 100 jours, il n'a pas imprimé chez l'ensemble des Français, c'est moins qu'on peut dire. D'autre part, les Français sont plus dans une logique de résultat que dans une logique de casting. Même si, comme vous le dites très bien, Émilie, c'est vrai qu'il y a des ministres sur les sujets qui sont au cœur des préoccupations des Français, santé, éducation, grand âge, logement, qui n'ont pas franchement imprimé. Mais Elisabeth Borne n'est pas le problème pour les Français. Et si j'étais un peu dur, je dirais que quand on interroge plus largement sur le couple exécutif, le problème pour une majorité de Français, même si lui aussi connaît une vraie embellie sondagère, c'est plus le président que la première ministre. Et puis, pour qu'un remaniement soit réussi, il faut également un effet de surprise. Ça fait maintenant des jours que commentateurs, microcosme, comme disait Raymond Barre, glosent sur remaniement ou pas remaniement. Donc je trouve que l'idée d'un pédard mouillé est quelque chose qui aura très peu d'effet sur l'opinion est quand même bien amorcée. Et alors on se demandera d'ailleurs pourquoi il y a tant de rumeurs et pourquoi en ce moment. Mais Mathieu, je veux bien entendre votre analyse aussi là-dessus, puisque la question traditionnelle que doit se poser, vous donniez le conseil au président de pas y aller, mais que doit se poser un chef de l'exécutif, c'est un remaniement. Ok, mais pourquoi faire? La question se pose encore aujourd'hui au sommet de l'État. Alors d'habitude, quand on remanie, au-delà de raisons techniques, vous savez, quand il y a une démission, on remplace juste quelqu'un. C'est pour une raison suivante. D'abord, on peut vouloir changer d'équipe, Émilie en a dit un mot, parce qu'elle est usée, c'est alors une question de casting. On peut aussi vouloir changer de politique, parce qu'on a promis les plus possibles, ou parce que ce qu'on a fait jusque-là ne marche pas, et c'est alors une question de cap. Et puis on peut enfin vouloir tirer les leçons d'une crise, que ce soit un scrutin intermédiaire, et alors là, c'est plutôt une question de survie ou d'élan. Et puis, dans l'affaire qui nous concerne, c'est un peu tout ça à la fois, parce qu'on l'a dit, le casting, il a montré ses limites. Le gouvernement, il est à la fois pléthorique et anecdotique, j'ai envie de dire, et après une année certes difficile, plusieurs ministres ont clairement montré leurs limites, voire leur incapacité à dépasser le mur du son. Le cap, lui, il n'a peut-être pas changé dans la tête du président, mais la route pour y parvenir tourne quand même de plus en plus à droite, ce qui pose évidemment une question sur d'éventuels, de futurs, de potentiels ou d'impossibles alliances. Quant au nouvel élan, enfin, il s'impose, parce qu'on l'a dit aussi, après 5 mois de conflit social majeur, l'exécutif a cru qu'il pourrait s'en tirer en échappant à un geste politique fort pour purger la crise. Et ça n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et puis Mathieu, on va jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Un remaniement, ça ne marche pas à tous les coups. Eh bien non, ce serait trop simple, évidemment. D'abord parce que le casting est toujours un choix hasardeux. Ça prend ou pas, ça dépend en partie, Frédéric l'a dit, de l'effet de surprise. Il y a des exemples de surprises ratées, Edith Cresson par exemple. Il y a des exemples de surprises
plutôt réussi. Et pour le coup, là, début juillet, Jean Castex, pour Emmanuel Macron, réussi, quand je dis réussi, c'est-à-dire que c'est un ministre qui a duré et qui a trouvé sa place dans le couple exécutif. Hein. Et puis, il y a des surprises qui ont été réussies puis ratées. En fait, vous prenez Laurent Fabius, qui est plutôt une surprise réussie, mais qui n'empêche pas Mitterrand de perdre les législatives derrière. Avec quand même un très bon score pour le PS. Voilà. Et vous prenez Manuel Valls, qui est un effet de surprise réussi, mais qui n'empêche pas le quinquennat de se finir dans la pétaudière que l'on sait. Je parle du quinquennat Hollande. Ouais. Ensuite, ça, je le disais, il y a des circonstances de casting. Ensuite, dans le cas qui nous occupe, le succès du remaniement, en fait, il tient moins au casting qu'à la situation politique. Emmanuel Macron aura beau changer d'équipe, en gros, ça ne changera rien à la composition du Parlement. Il lui manquera toujours ces 40 voix qui permettraient à la majorité relative de devenir absolue. À moins, et vous me voyez venir et on va en parler, que cette majorité ne s'élargisse. Et où est-ce qu'elle peut s'élargir ? À droite, mais en veulent-ils seulement ? Évidemment, on en parlera tout à l'heure. Et puis voilà, enfin, un remaniement, ça ne marche pas toujours, parce qu'un remaniement, ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, il faut que le nouveau gouvernement prenne ses marques d'une certaine façon, et donc que l'Élysée le laisse prendre ses marques et le laisse à la manœuvre. Et c'est là où je rejoins Frédéric. Remplacer un gouvernement d'exécutants par un nouveau gouvernement d'exécutants ne changerait absolument rien à l'affaire. Si Emmanuel Macron ne change pas aussi sa façon de faire, et là, c'est sans doute plus facile à dire qu'à faire. Alors, ça, je trouve ça passionnant. On va s'arrêter un peu là-dessus, sur la méthode Macron-Florent Villot. Est-ce que vous comprenez sa stratégie aujourd'hui dans la République ? Je dois avouer, je plaide sans doute un gros défaut, je ne la comprends plus. C'est-à-dire que le président de la République a tenté à de nombreuses reprises de faire une sortie charismatique de crise, c'est-à-dire il se met sur le devant de la scène, il endosse une responsabilité, il fixe un cap et il donne au gouvernement le soin de le mettre en œuvre. Donc c'était déjà un peu surprenant à l'issue de la réforme des retraites parce qu'on ne comprenait pas vraiment le cap qu'il fixait. Il y avait beaucoup de recyclage quand même du cap précédent. Et il donne une confiance très timorée à Elisabeth Borne puisqu'il la cite à peine dans son discours. Et depuis, il s'acharne à éreinter la Première ministre. C'est-à-dire qu'elle a un véritable chemin de croix parsemé de rumeurs ou de fausses rumeurs, mais que le président de la République n'invalide jamais et il ne la soutient que du bout des lèvres. Et si on en est à faire un débat sur le remaniement, c'est en partie à cause de ce que vous nous décrivez. C'est surtout à cause d'Emmanuel Macron lui-même, qui, on le sait très bien, sous la Ve République, on guette la moindre faveur ou défaveur, on interprète une disgrâce, et là, le président de la République, clairement, n'a jamais donné des signes favorables à Elisabeth Borne. Tout juste lui a-t-il renouvelé sa confiance quand vraiment tout le monde estimait qu'il était allé trop loin et que c'était une question d'heure. Et puis par ailleurs, il n'a quasiment pas soutenu ses ministres. Il n'y a pas un déplacement du président de la République en soutien d'une politique menée. Donc c'est lui-même qui, de temps en temps, fait des annonces, et c'est incompréhensible. Et alors justement, je veux bien qu'on revienne là-dessus, Émilie Zapalski, parce que alors là, on est vraiment dans la stratégie de communication d'Emmanuel Macron depuis, on va dire, la fin de la réforme des retraites, quand il annonce le cap des 100 jours. Il occupe le terrain. On peut d'ailleurs considérer que ça fonctionne, sauf qu'il prive d'air ses ministres. C'est-à-dire qu'à chaque sortie, c'est lui qui annonce. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On parle de l'affaiblissement de son équipe gouvernementale et il a sa part de responsabilité. C'est tous derrière et lui devant. Franchement, c'est ça. Moi, je trouve que sa stratégie, finalement, j'avais des gros doutes sur les 100 jours d'apaisement et d'action. Finalement, c'est quand même pas mal réussi. Si on regarde derrière, on a quand même la réforme des retraites, on n'en parle quasiment plus. Les décrets sont passés. L'opposition, on n'en entend plus parler. Les casseroles, c'est fini. Il continue à boire des bières allègrement, des Corona. Il se fait son succès. Donc il aurait mieux fait de prendre une 1664, c'était de la bière française. Comme ça, je cite deux marques, on est tranquille pour la com et la pub. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il prend beaucoup de place, il prend beaucoup la lumière. Il a annoncé des actions, des plans à tout va. Il y a quelques ministres quand même qui ont participé. D'ailleurs, Elisabeth Borne sur la ruralité, sur des choses très concrètes, très du quotidien des Français. Mais en gros, c'est lui qui occupe le terrain. Et moi, je trouve que c'est plutôt réussi parce que c'est quand même plein de lumière, plein de choses qui vont dans des sens très très variés. Mais ça donne l'impression d'avancer. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on pourrait croire qu'il est dans une impasse parce qu'évidemment, au Parlement, il ne se passe plus rien parce qu'il n'y a pas de majorité possible. Mais il arrive quand même à avancer. C'est un espèce de paradoxe qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on le voit avancer, et sa cote de popularité marche. Et en même temps, il est complètement paralysé. Et l'alliance DLR, dont on va rediscuter, elle n'est pas prête de lui donner grand résultat. Moi, je trouve que ce qui est plus étonnant, et c'est ce que vous disiez, Frédéric, c'est le fond du fond. Même s'il avance, on sait que peut-être les Français ont renoncé pour le moment à s'opposer à ça, mais globalement, ils sont très opposés à cette politique. Donc, ils voient les petits pas, cette espèce de piétinement qu'il a d'action, mais sur le fond, ils y croient plus. Ils le laissent
aller tout devant, sans vraiment y croire, et il occupe le terrain pour ça. Frédéric Gaby, dans votre baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, alors c'est Édouard Philippe qui est toujours en tête des personnalités, le trio, alors il y a un François Hollande, mais enfin bon, les anciens présidents qui ne font pas grand-chose, en général, sont toujours hauts. Il n'est pas inerte, notamment sur la composition de la gauche. C'est pas faux. Il a été occuper le terrain pour peut-être faire une petite concurrence à son ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il y a aussi Rachida Dati, la Première ministre, elle est en 15e position, elle progresse de 2 points. Emmanuel Macron, il est quoi? Il est en progrès lui aussi? Oui, et c'est ce que Émilie vient de dire. C'est vrai que les 100 jours ont eu comme finalité, c'est vrai, avec une très forte saturation médiatique, une très forte présence médiatique du président, qui a fait un mixte entre un candidat à l'élection présidentielle. Il a un peu fait la campagne qu'il n'a pas fait en mars et avril 2022, et pour prendre un de ses prédécesseurs, le Sarkozy des vœux du mois de janvier 2009, où il avait pendant un mois pris la parole quasiment tous les jours, annoncé la fin de la publicité sur le service public, annoncé lui-même devant ses ministres qu'il en savait à peine la fin du juge d'instruction en matière judiciaire. C'est vrai qu'il a été extrêmement présent, et mécaniquement, ça a créé une sorte de remontée. Il a parlé à ses soutiens, il a reconsolidé son socle, il a gagné par exemple une 15aine de points auprès de ses électeurs du 10 avril 2022, il a repris des parts de marché chez les personnes âgées, chez les cassubes dans son électorat, et s'agissant des segments les moins favorables à la réforme des retraites, les 50-64 ans, les ouvriers, les salariés, il y a une sorte de décrispation. Il a gagné également quelques points. Il reste un président structurellement impopulaire, mais c'est vrai que je ne dis pas que ça s'est fait contre le gouvernement, mais ça s'est fait sans le gouvernement. Et on en avait parlé ensemble à une émission il y a quelques semaines avec Bérangère Monte. C'est très intéressant de voir que dans ses grandes prises de parole, dans ses points presse, mais il cite très rarement ses ministres. Il cite quasiment jamais son Premier ministre, ses Premiers ministres, sauf Jean Castex pour le louer, c'était je crois en 2021. Et c'est vrai que c'est un président qui est dans son couloir, qui retrouve une embellie sondagère, et c'est vrai que c'est très rare pour un chef de l'État qui connaît l'impopularité de connaître des rebonds. Ça en fait 4 quand même pour lui depuis 2017. Mais il y a des jugements qui restent très envenimés. La réforme des retraites est peut-être mise de côté, mais il y a la rancœur qui reste sur le chagrin de travailler 2 ans de plus. Et oui, je partage votre point de vue, une sorte d'asphyxie du gouvernement, même si Mme Borne a quand même parlé de sujets très importants. Puisqu'on en est à se poser des questions d'un éventuel remaniement, Florent Vadio, est-ce qu'il y a aussi un problème? Vous parliez de par qui les remplacer, les ministres fatigués ou démonétisés. Mais est-ce qu'il y a moins de candidats qu'avant, Florent Vadio? Alors, je pense qu'il y a beaucoup moins de candidats, d'abord parce que le vivier qui existait en 2017 et en 2022, il a été largement épuisé. Mais est-ce que le job fait moins rêver aussi? Et j'allais y venir, effectivement. Je trouve que quand on regarde la manière dont les ministres sont sortis du gouvernement, quand ils n'étaient pas fatigués, acculés, mis en examen, c'était quand même compliqué. Le président de la République ne les a pas valorisés. Et puis, lorsqu'ils retournent dans le privé pour certains, ils sont perclus de conflits d'intérêts, ce qui est normal. Et leur sortie est scrutée, commentée, critiquée. Ce qui fait qu'un ministre comme Djebari, par exemple, qui venait du privé, qui a voulu y retourner, il a quand même vécu 8 mois de traversée du désert puisqu'il a été nommé. La HATVP s'est prononcée de manière contracyclique. Donc la haute autorité pour la transparence de la vie politique, et donc, en fait, tous les ministres qui viennent du privé, tous les politiques qui viennent du privé, je pense, n'ont aucune envie d'aller se cramer, pardon de l'expression un peu triviale, au gouvernement, pour en plus ne pas avoir de suite d'une carrière. Est-ce que c'est si vrai que ça, Mathieu? C'est quand même encore un poste prestigieux. C'est tout à fait juste. D'abord, pour le poste de Premier ministre, en tant que tel, c'est compliqué de trouver quelqu'un. Vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron a mis beaucoup de temps, il a même essuyé des refus juste après sa réélection. C'est vrai aussi pour les candidats dits de la société civile au sens large. Quand vous êtes chef d'entreprise, c'est pas évident d'abandonner son entreprise pour être ministre, d'autant que vous avez quand même peu de pouvoir. Quand vous êtes ministre, vous êtes quand même dans une pratique du pouvoir extrêmement verticale, donc soumis au bon vouloir du président. Et puis il y a cette question que vous venez d'aborder, c'est vrai, le retour à la vie professionnelle, entre guillemets, peut être compliqué. C'est moins vrai en revanche sur les bancs des députés. Et là, je peux vous dire que chez les 250 députés de la majorité, il y a de quoi faire 4, 5, 6 gouvernements. Alors, je ne dis pas qu'ils seraient tous à leur place, ni qu'ils ont tous forcément une surface politique ou médiatique forte. Mais en tout cas, il y a quand même, chez des jeunes députés, chez des députés qui sont là depuis 6 ans, qui ont
leurs idées qui peuvent être, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est plutôt des députés qui ont travaillé les dossiers, c'est en tout cas ce qu'on a pu voir en commission. Il y a ici un vivier. Mais est-ce que ça fait un choc politique? Est-ce que ça fait un choc dans l'opinion? Est-ce que ça fait un changement? Vraisemblablement pas. C'est le problème d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de banc de réserve, il n'y a pas de banc de remplaçant. C'est un mouvement qui s'est constitué, qui a marché avec des transfuges, en attirant ici ou là des gens venus de la gauche, des gens venus de la droite et un peu de la société civile. Aujourd'hui, le vivier des transfuges se tarit. Et ça devient très compliqué. Mais c'est plus profond que ça, je pense, parce que au-delà de ça, du fait qu'il n'y ait pas de banc, il y a une question de management vraiment. C'est l'incapacité dans ce mouvement de faire grandir des personnalités. Soit elles saisissent, comme vous l'avez dit, Jean Castex, elles saisissent l'occasion, arriver un peu de nulle part, plutôt techno, et puis tout d'un coup, il va imprimer une personnalité avec son accent, sa bonhomie et quelque chose d'assez efficace. Mais sinon, une difficulté pour Emmanuel Macron de faire grandir, on en a parlé souvent, dès qu'un prend trop de lumière, c'est compliqué, ça lui fait de l'ombre, donc il accepte pas, c'est difficile pour lui. Il a essayé aussi les ministres stars, on a vu ce que ça a donné, Nicolas Hulot, Roselyne Bachelot, ça n'a pas donné non plus ministre de la Culture des grands résultats. Il a essayé les experts, mais qui sont pas assez politiques, donc qui n'arrivent pas à naviguer dans ce monde quand même très difficile. Il y a quand même une incapacité structurelle à manager cette équipe, parce qu'il y a du potentiel quand même, puisque le spectre est tellement large au niveau politique qu'on peut trouver quand même des candidats. Est-ce que c'est typique d'Emmanuel Macron ou constitutif du fonctionnement de la Ve République, très verticale finalement, ce que vient de décrire Émilie Zapalski? Je pense qu'il y a des spécificités liées à cette arrivée au pouvoir en 2017, qui était un récit qui était parce que la gauche au pouvoir a échoué, la droite au pouvoir a échoué, prenons plutôt ce gouvernement des experts, répondre à cet imaginaire de prendre des experts, des spécialistes, une sportive au sport, un DRH à l'emploi, etc. Mais sans capital politique et sans incarnation de la fonction. En 2022, il a essayé de faire pareil. C'est vrai que vous avez raison de le dire, ça a été extrêmement long, ce gouvernement. Alors, on sait pourquoi, il y a le livre de Ludovic Vigogne, Catherine Vautrin ou pas, Elisabeth Borne comme deuxième choix. Mais c'est vrai que, la déstructuration du champ politique, la fin de la bipolarisation, la fin de camps très structurés, le gouvernement de Nicolas Sarkozy, François Fillon en 2007 et celui de François Hollande en 2012, se ressemblent beaucoup. Alors, en 2007, il y a quand même de l'ouverture à gauche. En 2012, il n'y a pas la moindre ouverture. Il y a au contraire une ouverture vers les candidats battus de la primaire. Arnaud Montebourg, Manuel Valls, voire presque Martine Aubry, qu'on a supplié de prendre un grand ministère de l'Éducation nationale. Rien de tel pour Emmanuel Macron. Problème de banc, problème de figures politiques fortes, et on le voit dans le baromètre que vous citiez, il y a aux 15 dernières places 9 ou 10 ministres qui ne sont pas connus par 6 à 7 Français sur 10. Donc difficile après de porter des politiques. Et un sujet supplémentaire, c'est que les gens n'ont pas d'autonomie de pensée ou d'autonomie politique. À gauche, ça faisait des gens qui incarnaient les courants de la gauche. Exactement. À droite, des gens qui incarnaient les familles de la droite. Là, il y a pas, comme c'est un mouvement en construction, en jeunesse, c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile que personne ne connaît le catéchisme. Le seul qui connaît le catéchisme, c'est Emmanuel Macron. Non, mais ça rend les choses plus compliquées pour exister politiquement, parce que du coup, vous vous resserrez mécaniquement sur vos dossiers, parce que quand vous êtes interrogé par des journalistes, que vous êtes ministre de l'Éducation nationale et que vous êtes interrogé sur l'industrie, sur l'immigration ou sur l'insécurité, vous sortez pas de votre couloir parce que vous ne savez pas quoi dire. Ouais. Avec, quand même, il y a peut-être que la plus macroniste de tous et de toutes, c'est justement la Première ministre. C'est Florent Maillot, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée, mais ce serait encore plus injuste finalement de la sortir du jeu aussi vite, quoi. Je trouve qu'elle a le profil idéal pour être Première ministre d'Emmanuel Macron. Il est temps de s'en rendre compte. Oui, mais d'abord elle a résisté à Ségolène Royal, ce qui en général est une école qui permet de résister à beaucoup de tempêtes. Vous voulez nous dire que ça durcit le cuir, c'est ça ? Je pense que ça durcit le cuir et ça va jusqu'au muscle, à mon sens. D'accord. Ensuite, elle mène une politique quand même qui est très proche des Républicains, parce qu'il y a peu de textes sur lesquels les Républicains ont des cas de conscience majeurs, hormis en termes de stratégie politique. Et en même temps, elle rassure l'aile gauche de la Macronie, qu'il ne faut pas oublier, parce que plus on s'ouvre... Ah oui, c'est intéressant. On peut plaire aux Républicains sans perdre l'aile gauche. C'est un peu l'objectif. Quand on voit Clément Beaune monter au front et Sacha Houlié, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, monter au front pour dire qu'à la Première ministre devrait rester parce qu'elle est finalement le plus petit dénominateur commun, c'est quand même le signe que, après elle,
le mouton à 5 pattes va être compliqué à trouver. D'autant que le président de la République a tellement maltraité l'Assemblée nationale qu'il n'y a pas de figure parlementaire qui émerge véritablement. Il y a de temps en temps des points de focale, comme le président de la Commission des lois, mais quels autres parlementaires sont en mesure de devenir de grands ministres? Un mot là-dessus, Frédéric, ensuite on parle des LR. Pour corroborer ce que vous dites, je suis frappé de voir que l'équation personnelle, l'image d'un Premier ministre reste bonne auprès des Français, une image de sérieux, d'intelligence, quelqu'un qui est technicienne mais au bon sens du terme. Alors, ce qui est en revanche fâcheux pour elle, c'est que le point critique, c'est les 49.3. D'ailleurs, elle commence à baisser dans les enquêtes de popularité avant la réforme des retraites, lorsque à l'automne 2022, elle utilise 9 ou 8 ou 9 49.3. Et ce qui est frappant également par rapport à Édouard Philippe et à Jean Castex, c'est qu'aucune mesure forte ne lui est attachée. La réforme des retraites, c'est Emmanuel Macron. En dehors de ça, elle ne tient ce socle de 30-35%. C'est son image personnelle. Et comme vous le dites, ce côté, ce plus petit dénominateur commun entre l'aile gauche et l'aile droite de la Macronie. Alors, un autre élément de sondage, toujours pour le Figaro, ce chiffre, 56% des Français se disent favorables à un accord de gouvernement avec les Républicains. Voilà le camembert illustrant ce sondage, et on va en parler tout de suite avec Quentin Calmet qui veut nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Quentin. Bonsoir Thomas, il y a bonsoir à cette tous. volonté, en tout cas selon ce sondage des Français, sauf que c'est pas si simple et les cadres du parti LR ont redit leur refus, c'était ce week-end. Tout à fait. Alors le point de départ de cette rumeur, Thomas, c'est la situation de la majorité à l'Assemblée nationale. Vous en parliez d'ailleurs, Mathieu. Il manque à l'exécutif une quarantaine de députés pour disposer d'une majorité absolue. Or, les députés LR, cette rumeur, ils sont 62. Un remaniement qui pencherait à droite pourrait permettre ainsi d'avoir une stabilité dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, d'autant que les LR sont compatibles politiquement avec la Macronie sur certains sujets, notamment les sujets économiques. Rappelez-vous la réforme des retraites. C'est une version de la réforme proche de celle des sénateurs, que les sénateurs votaient même depuis 2019, qui avait été présentée. Et il y a évidemment beaucoup de noms issus de LR qui circulent pour Matignon. Oui, peut-être que vous l'avez vu hier dans le journal du dimanche. On voyait la photo de Laurent Wauquiez dans un entrefilet. Effectivement, le journal raconte que ses proches lui ont soumis cette idée. En échange, Emmanuel Macron l'adouberait ensuite pour lui succéder à l'Élysée. Un deal finalement écarté car beaucoup trop risqué. Et puis il y a un autre nom qui revient régulièrement, celui du président du Sénat, Gérard Larcher. Voilà, c'est vrai que le gouvernement se tourne de plus en plus vers le Sénat depuis les dernières législatives. Depuis un an, ce sont déjà 9 projets de loi qui ont d'abord été inscrits à l'ordre du jour du Sénat avant leur examen à l'Assemblée nationale. Mais le principal intéressé a redit qu'il n'était pas question d'alliance. Écoutez Gérard Larcher, ce samedi aux États généraux de la droite, il est même allé un cran plus loin que ce à quoi il nous avait habitués. Écoutez. Je reste convaincu, je vous le dis, que la bonne stratégie doit être l'indépendance et la responsabilité. Cette majorité relative n'est pas la nôtre. Nos différences sont très profondes. Voilà, mais ce samedi, on a entendu d'autres personnalités évoquer cette alliance. Il faudrait pour cela qu'Emmanuel Macron change de braquet, notamment sur les sujets régaliens. Écoutez le sénateur LR Roger Carucci. Nous venons de proposer des textes sur l'immigration. Si le président de la République dit « Banco, je suis prêt à les mettre en application si vous acceptez un pacte sur des projets, immigration, sécurité, éducation », on peut réfléchir. Mais si c'est juste pour faire du débauchage, non. Voilà, Roger Carucci, qui était un proche de Nicolas Sarkozy. Il a été membre de deux de ses gouvernements. Alors, on sait qu'en coulisses, l'ancien président de la République, il a été très actif. Il serait très actif pour faire en sorte que la Macronie se rapproche des LR. De son côté, le Modem et l'aile gauche de Renaissance freinent des 4 fers. Merci beaucoup, Quentin. Mathieu, pourquoi il y a là un nom comme celui de Laurent Wauquiez qui sort d'un chapeau? Moi, je suis toujours surpris de ça. Ça s'appelle une partie de billard, non pas à 3 bandes, mais à 14 bandes. À tel point que Laurent Wauquiez lui-même n'a pas voulu la jouer. En fait, quand vous avez une atmosphère de remaniement, c'est le grand jeu du nom qui circule. Généralement, les noms qui circulent sont pas toujours les bons. Ça peut, mais pas toujours les bons. Et puis, mais il faut en être.
Il faut en être parce que sinon vous n'existez pas. Et Laurent Wauquiez a lui opté pour une stratégie de retrait depuis un an. Il s'est tenu très éloigné du conflit des retraites. Soi-disant, Éric Ciotti devait lui préparer une piste d'atterrissage ou une rampe de lancement selon ce qu'on choisit à LR. Et il n'a pas joué le jeu, Laurent Wauquiez. Et sur la question des retraites, il a été filandreux. Il a fait voter contre certains députés de sa région. Et aujourd'hui, pour revenir dans le jeu, il a fait une grande interview au Point qui n'a intéressé que les wauquiezistes. Et donc, il va falloir trouver autre chose. Et donc, c'est juste de la présence médiatique. C'est à mon avis, le seul intérêt de cette équation. Alors, tout le monde veut prendre la parole. Peut-être Frédéric d'abord, ensuite Émilie. Moi, je dirais quand même que cette rumeur, Laurent Wauquiez à Matignon, traduit aussi l'état du champ politique dans la perspective de 2027. Nous avons une tripartition entre ce que j'ai appelé la guerre des trois blocs. Le bloc NUPES, le bloc RN et un bloc central. Ce bloc central, il y a la majorité, il y a le MoDem, Horizon, Renaissance, mais où se trouve LR dans cette tripartition, dans cette guerre des trois blocs? Et c'est la théorie de Nicolas Sarkozy, il l'a dit, il l'a fait dire, que LR ne peut être que dans le bloc central. Donc si on pousse cette logique jusqu'au bout, alors sachant qu'il faut attendre les sénatoriales, Emmanuel Macron ne peut que nommer quelqu'un de chez LR pour que LR rentre dans le bloc central et se dise en 2027, pour l'investiture, pour le candidat ou la candidate du bloc central, on jouera le match face au MoDem, Horizon, Renaissance. Ça paraît un peu incongru à 4 ans du vote, mais dans ce cadre-là, où est LR dans le cadre de cette guerre des trois blocs? Je vous pose la question. Oui, et moi je vous repose la question parce que vous êtes passé très vite. Sénatorial, pour vous, ça ne peut pas avoir lieu avant les sénatoriales de septembre. Quand on parle de Gérard Larcher, quand on parle d'un débauchage important de personnalités de LR, on se dit, mais vous savez, on l'a dit au début, le remaniement, ça doit surprendre. Qui aurait imaginé dans le peuple, si je puis dire, que François Mitterrand congédierait Michel Rocard en 1991 alors que c'était un Premier ministre archi populaire. Pareil pour Édouard Philippe en 2020. Donc la surprise doit être là, mais rationnellement sur le papier, on n'imagine pas quelqu'un comme Gérard Larcher bouger une oreille avant le 23-24 septembre. Émilie ? Moi, je m'interroge sur le sondage, sur les Français qui souhaitent... je trouve que ça porte... Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que les Français ont envie de choses claires? Parce qu'ils ont un en même temps qui va un peu à droite, qui va un peu à gauche, dont on voit les limites avec des projets de loi comme sur l'immigration, sur pas mal de sujets finalement, on voit bien que ça débouche sur rien. On a peut-être l'impression que les Français sont plutôt intéressés par un clivage gauche-droite qui remettrait les choses en place. On voit bien que de toute façon, là vous avez donné la partie des Républicains, mais chez Emmanuel Macron, faire une alliance avec les LR, c'est la fin du en même temps. Et tout ça pour un potentiel de moins de 5% à la présidentielle 2022. Ça serait quand même retirer son projet du en même temps pour très peu de choses, faire beaucoup de concessions pour en plus des gens qui ne seraient pas forcément très fiables pour assurer une majorité aux différents textes. Moi, je ne vois pas tellement cette issue, mais je trouve que c'est intéressant que les Français se signalent comme ça. Ça veut dire que quelque part, peut-être qu'ils n'y croient pas en même temps, qu'ils n'ont pas accroché sur ce projet qui, c'est vrai, piétine un peu, en tout cas sur le plan pratique, peut-être sur le plan théorique, il est très joli, mais sur le plan pratique, ils ne le voient pas et ils n'y mettent pas un sou finalement pour le Premier ministre. Florent Vadieux, il y a un juge de paix qui est toujours le vote du budget. C'est le moment où on va... Enfin voilà, à ce moment-là, il faut se positionner très clairement pour ou contre la majorité au pouvoir qui présente un budget. Et disons que c'est compliqué quand on ne vote pas un budget, ensuite d'aller expliquer qu'on est pour certaines politiques publiques qui sont financées par le budget qui a été refusé. Donc c'est une difficulté sans nom. Et je pense d'ailleurs que la première année d'ambiguïté, et on écoutait Gérard Larcher qui disait en gros on a des accords profonds, mais quand il faut on vote les textes. Donc c'est un peu contradictoire. Donc cette première année d'indistinction, elle a été rendue facile par l'attitude de la NUPES à l'Assemblée nationale, enfin de la LFI à l'Assemblée nationale, et par la réforme des retraites, ce qui en fait les Républicains pouvaient en quelque sorte louvoyer parce que personne n'y comprenait rien et personne ne savait de quel côté ça allait tomber. Là, je pense que les 4 années qui vont venir vont être très compliquées pour tenir cette position durablement de je vote ce qui m'arrange, je vote pas, le Sénat et l'Assemblée sont pas d'accord. Je suis d'accord avec vous, les projecteurs sont beaucoup plus braqués sur les LR. Nécessairement, d'autant que
au sénatorial, le président Larcher est normalement, il doit être renouvelé, puisque les Yvelines font partie des sénateurs qui doivent être renouvelés. Donc ensuite, il sera réélu ou pas. On verra ce que fait François Patriat et le groupe des macronistes, s'ils votent ou pas pour Gérard Larcher. Et puis ensuite, il va y avoir les européennes. Et les européennes, c'est dans un an. Dans un an, oui, mais ça va être un élément de clarification assez intéressant pour la gauche, bien sûr, mais aussi pour la droite, pour les macronistes, parce que les macronistes, ils ont un thème sur les progressistes qui va bien avec la question des européennes, mais on verra si on a une repolarisation à partir de ce moment-là, et ça sera compliqué pour les républicains à ce moment. Alors c'est intéressant parce qu'on le sait, il y a Nicolas Sarkozy qui essaye de pousser des candidats qui souhaitent un accord avec LR. C'est pas nouveau ça. Il y a un nom qui ressort régulièrement du chapeau, c'est celui de son ancienne ministre de l'économie devenue présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. Frédéric Dabi, est-ce qu'elle est sortie des radars de l'opinion publique française, Christine Lagarde, ou pas d'ailleurs? Clairement, je le pense. Je le pense, car elle a plus d'activité dans le champ politique national depuis 2012, si je ne me trompe pas, depuis la victoire, l'alternance, la victoire de François Hollande. Alors, elle avait, c'est vrai, sur l'époque de l'ère Sarkozy, une très forte popularité qui n'était pas, comment dire, constituée par des éléments forts, mais par une image de sérieux, d'expertise, une sorte de proximité admirative. C'est quelqu'un qui en jetait, si je puis dire. Mais voilà, elle a quand même très largement disparu des radars. Et c'est dur dans ce champ politique atone, dans un contexte, il faut le dire, de défiance des Français de plus en plus fort vis-à-vis du champ et du personnel politique. Il y a 10 ans, puisqu'on reprend sur 2012, il y avait 22 personnalités dans le baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio qui avaient une majorité de bonnes opinions. En septembre 2017, il n'y en avait plus que 8. Là, il n'y en a plus qu'une. Et vous le disiez, il n'y a qu'Édouard Philippe. C'est Édouard Philippe. Ça en dit long sur l'histoire. Tout le monde est sous la barre des 50. Tout le monde est voire sous la barre des 40. Il n'y avait que 4 personnalités qui ont plus de 40%. Il y en avait une trentaine en 2012. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait apparaître comme un recours, une bonne surprise. Il n'y a pas d'élément d'image, il n'y a pas de cadavre dans le placard, si je puis dire, là concernant. Mais ça reste aujourd'hui, je pense, un scénario de science-fiction. D'autant que le seul intérêt d'un ministre de droite, issu de LR pour Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fasse voter ces fameux 40 députés comme un seul homme. Est-ce que Christine Lagarde, aujourd'hui, de là où elle est, a autorité sur le groupe LR? Je ne le pense pas. Le groupe LR, le problème, c'est que LR appelle à un accord, c'est ce qu'on entend de la voix de Roger Carucci, mais les LR n'ont pas de parole. C'est ce qu'on a vu avec la crise des retraites. Donc, comment vous dealez avec des gens qui n'ont pas de parole? Et après, il y a ce problème de l'indifférenciation, c'est vrai. Ils sont coincés entre la Macronie qui leur a tout pris du point de vue économique, social. Ils font une réforme des retraites qu'ils portaient, qu'ils appelaient de leur vœu depuis plusieurs années. Et il y a cette extrême droite qui leur prend toutes les idées sur le régalien, ou en tout cas dont ils piquent toutes les idées, LR, sur le régalien, notamment l'immigration et l'insécurité. La bonne tactique, semble-t-il, s'ils étaient trotskistes, ces gens-là, ils montraient dans l'avion pour le détourner. Parce que l'avion de la Macronie, on a dit, il n'y a pas beaucoup de pilotes, ni de copilotes, et c'est là que ça se passe. Mais c'est sûr que pour eux, c'est franchir le Rubicon, et c'est perdre définitivement la partie sur la droite. C'est accepter que toute la politique se recompose, et qu'ils jettent le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire le gaullisme, le libéralisme, le sarkozysme. C'est une question de temps aussi, parce que comme on l'a dit, il y a les sénatoriales, ils vont sortir quand même plutôt gagnants. Il y a l'éventualité du budget, de motion de censure. Il y a peut-être, ils ont encore besoin de montrer leurs muscles avant de pouvoir négocier peut-être quelque chose de plus gros. Mais idéologiquement, Florent Madillot, je ne sais pas, entre un Olivier Marleix et un Édouard Philippe, est-ce qu'il y a tant de différences que ça sur le fond, sur ce qui... Je pense qu'il y a très peu de différences. Alors il peut y avoir des tonalités, il y a 50 nuances peut-être. Mais... Au jeu des 7 erreurs, souvenez-vous, on jouait à ça quand on était petit. Mais je crois surtout qu'on est sur, en fait, des problèmes sociologiques et personnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les députés LR, ils ont été élus dans leur circonscription contre Emmanuel Macron. Ils ont fait campagne contre. Donc, à un moment donné, leur positionnement politique serait incohérent. Et puis, ceux qui restent, et ceux qui pourraient travailler ensemble, dont de l'extérieur, on trouverait ça normal, c'est-à-dire Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, ils se détestent tous. C'est-à-dire que Olivier Marleix, quand on lui parle d'Édouard Philippe, il fait des bonds sur sa chaise en disant il nous a trahis au pire moment quand Alain Juppé a perdu les primaires et ensuite il s'est vendu. Et donc, en réalité, il y a des questions moins politiques que sociologiques et personnelles. Ce sont des haines recuites qui font que ces gens n'ont pas envie de travailler ensemble. Ouais. Vous avez raison sur les élus, les personnalités, mais quand on regarde dans toute une série d'enquêtes les sympathisants LR et les sympathisants Renaissance, sur les questions économiques, sur les questions de l'Europe, on a vraiment des convergences très fortes. J'avais même parlé de
de Sainte Alliance en 2017, où il y a eu un soutien LR, à l'époque ça s'appelait LREM, sur la réforme de la SNCF, sur la première réforme des retraites, sur la réforme du Code et des lois travail. Par contre, sur les questions régaliennes, oui, les sympathisants en essence regardent plus vers la gauche, et c'est dans ce cadre-là que l'électorat LR est en fusion avec l'électorat RN. Donc c'est aussi ce problème de tiraillement et, comme vous le disiez, d'espace politique absolument compliqué pour LR. Hein. Ça se passe chez LR, ça se passe à droite. Où est-ce que ça se passe exactement aujourd'hui, la droite, dans cet espace et dans cette guerre des trois blocs? Alors on se posait la question de la profondeur de banc. Il y a quand même des personnalités, évidemment, qui lorgnent sur Matignon, notamment des proches d'Emmanuel Macron. Richard Ferrand, par exemple, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui, dans le Figaro ce week-end, répond à la question « Votre nom est cité pour Matignon. Aspirez-vous à revenir au gouvernement ?» Il répond « Je suis plutôt un vétéran qu'un aspirant. S'agissant des rumeurs, tout ce qui flatte l'ego doit être considéré avec circonspection et reconnaissance. Préférons à ces questions personnelles la quête de réponse à celles qui concernent le destin de la France et l'avenir des Français, les défis de l'époque et du monde. Nous ferions là œuvre utile. » Bon, voilà. Oui. Richard Ferrand voilà. À Matignon, je vois pas vraiment le nouveau souffle, hein, Mathieu. Non, alors c'était un élément clé du dispositif d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que Emmanuel Macron avait besoin de Richard Ferrand, qui n'existait pas politiquement. Emmanuel Macron, on ne sait pas lui faire injure de dire que ça n'a jamais été une personnalité politique de poids, de force au Parti socialiste, ni en Bretagne, ni au niveau national. Hein. Mais dans l'écosystème macronien, ça a été une référence parce que un politique blanchi sur le harnais, un élu local dans un pouvoir qui ne connaissait pas beaucoup les élus locaux, voilà. Après, est-ce que c'est un poids lourd pour les Français ? Je ne suis pas persuadé, et Frédéric peut nous le dire. Je pense que le taux de notoriété de Richard Ferrand... En avril 2022, juste avant sa défaite aux élections législatives, il y avait, je crois, 5 Français sur 10 qui déclaraient ne pas le connaître suffisamment. C'est lié au fait que la scène parlementaire, et c'est dommage, est une scène peu visible. Madame Braun-Pivet a ce même problème de notoriété qui n'est pas nul, loin de là, mais une image qui n'est pas complètement assise auprès des Français. Et puis alors, dans cette même interview, et je trouve ça quand même très intéressant, en creux de ce que ça révèle, il agite l'hypothèse d'une révision constitutionnelle pour autoriser un 3e mandat consécutif. Florent Vadillo, ça dit quand même la Macronie qui est incapable de se projeter dans l'après-Macron. Enfin voilà, c'est ça l'histoire. Je pense que le vrai problème, c'est que la Macronie est morte sans Emmanuel Macron. Parce que le jour où Emmanuel Macron n'est plus le régulateur des tensions, l'aile droite reprendra ses négociations avec l'aile droite, et l'aile gauche, qui est déjà en train de le faire, reprendra ses discussions avec les partis de gauche qui lui sont compatibles. Oui, ces deux courants attendent l'appel d'air, en fait. Exactement. C'est ce qu'on peut dire, quoi. En fait, Emmanuel Macron, c'est un régulateur des tensions. Et donc, pour l'instant, il y a un projet, il y a une incarnation, et donc ça peut passer encore. Mais le jour où il disparaît politiquement, j'entends, évidemment, chacun va reprendre ses billes, parce que ceux qui voudront continuer une carrière politique devront bien se trouver un destin et un sponsor. Et dans ce cas-là, les sponsors, soit ils seront créés, soit ils existeront. Et le seul avantage de ce point de vue-là que Richard Ferrand présente pour Matignon, c'est que c'est le seul à avoir un vrai sens politique et une capacité de négociation. Il n'a pas forcément montré quand il était président de l'Assemblée nationale, mais il a un sens de la négociation. Et il a ouvert dans son interview au Figaro, finalement, il dit, il ne faut pas changer de ligne de gouvernement, il faut juste que vous acceptiez des compromis raisonnables de part et d'autre, à gauche et à droite. Donc finalement, exactement, mais il veut être l'ultra du macronisme. Moi j'ai l'impression quand même que cette petite sortie là sur le 3e mandat, c'est aussi un petit peu pour faire plaisir au grand chef, pour lui donner un avenir. Enfin, il y a un petit côté comme ça, parce qu'il s'est rattrapé. C'est pas une erreur politique quand même. Il s'est rattrapé tout de suite. Il s'est rattrapé très rapidement en disant oui, je parlais pas de 2027, c'est ridicule. Enfin, vous comprenez bien. Les journalistes sont paresseux. Oui, alors que tous les médias ont quand même compris ça. Oui, il a parlé de moutons de panurgisme démocratique. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est quand même. Alors évidemment qu'il va faire du Elisabeth Borne s'il était élu. Il y a rien de nouveau. Mais par contre, oui, le renouveau, puis les affaires quand même si ça a été, c'est prescrit. Je crois que les affaires qu'il a sur les mutuelles. Mais enfin, on a quand même les anciens qui probablement peuvent rassurer Emmanuel Macron, comme il avait au début Gérard Collomb, des gens qui connaissent bien. Mais alors le renouveau, bonjour. Puis un peu de froid entre Emmanuel Macron et Richard Ferrand, puisqu'Emmanuel Macron avait proposé à Richard Ferrand d'entrer à l'Élysée, et Richard Ferrand lui avait répondu: tu me vois être le collaborateur d'Alexis Colère. Donc la sortie de piste n'a pas été extrêmement bien gérée pour Richard Ferrand. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.